Voilà. Sur Dan. Alors, la dernière Mishnah, du Pérec, de la Masachet. Tu peux mettre sur Din, l'ensemble. On va arrêter. On ne fait pas vite pour le matin quand même. Bepoulmous. Chez le Spasianus. Vous connaissez le Spasianus? Voilà. Vespasien, je peux dire. Vespasien pour les intimes. Alors, Poulmous, Rachid dit Chel Sheivi Aspasianus al Yerushalayim. Rachid dit que Poulmous, il dit que c'est la campagne, on aurait dit. Traduire proche de Rachid, la campagne de Vespasien. Ouais, suite à la campagne de Vespasien, donc campagne militaire, bien sûr, pas campagne publicitaire. Gazrou al Atarat, Khatanim vel Airus, Poulmous el Titus. Donc Titus, curieusement, c'est le même mot en français et en ivrite. Gazrou al Atarot Kalot, Veshelo Ilmad Adam et Beno Yevanit. Et Poulmous Acharon, donc la dernière campagne militaire, donc celle qui a entraîné la destruction donc, du deuxième temple. Gazrou, Shelo Tetse Akala, Be Apirion, Betor Haïr, Verabotenu et Tirouche Tetse Akala, Be Apirion, Betor Haïr. Bon, je n'ai pas encore tout expliqué, bien sûr, hein. J'ai juste montré le plan, c'est-à-dire la Mishnah nous présente les différentes takanot des Rabbanan de restriction de joie suite au Chorban Bet HaMikdash, qui est directement la suite de la Mishnah que nous avons vue précédemment. Miché Batla Sanhedrin, on a vu, là, on interdit la chanson, la musique, ouais. Et puis quand maintenant les Nevim, il n'y a plus de Ruim Batoumi, mais la Klala, le Réar, le goût. Donc on a vu dans la Mishnah précédente, ouais, les conséquences de la désintégration spirituelle d'Am Israël. Puisqu'on parlait de, comment dirais-je, la dislocation du Sanhédrin, et après de la disparition de la prophétie. Vous vous rappelez ou pas? Et dans la série des conséquences spirituelles du Khorban, alors la Mishnah précédente nous a dit que, au nom de Rabbi Yoshua, que dès que le Beth Amikdash était détruit, alors la Klala, elle est grandissante de jour en jour. Donc c'est vraiment la dimension ici spirituelle. Ouais, les Sanhédrin, les Nevi'im, la Bracha, toutes les choses qui, malheureusement, qu'on oublie parfois. Nous, on voit plutôt le côté politique de la galoute. On est sous domination ennemie ou faussement amie. On est sous domination américaine aujourd'hui. On a l'impression d'être avec des alliés. Ouais. Mais c'est des fous alliés. Comment? Ça continue méta des États-Unis. Méthode? Ça continue méta. Ça continue méta des États-Unis. Ouais. Non, je pense que les États des États-Unis ont quand même plus de liberté. Mais
Mais ici, quand il met il frappe sur la table, vous arrêtez la guerre. Mais non, vous arrêtez la guerre. Mais non, mais on est en train de Hamas. Vous arrêtez la guerre. Un État d'Amérique qui serait confronté à la mafia ou des dangers de la même sorte, il les aurait laissé faire jusqu'au bout. Donc je pense que Alvaï, qu'on soit un des États d'Amérique, Alvaï, on est le petit juif, ouais, haï, qui représente une certaine point stratégique dans cette région bouillonnante. Donc ils sont malgré eux obligés de s'arranger avec nous. On voit tous les grands présidents américains après leur candidature, ouais, ils ont écrit des livres, on voit leurs véritables opinions antisémites, on a vu Carter, on a vu différents, etc. Pour celui qui lit un petit peu des choses, c'est vraiment des gens qui ne portent pas dans leur cœur les juifs. Il y avait Trump qui était un peu différent, mais la vie, c'est pas c'est pas un homme d'État. Les hommes d'État américains, hein, ils appartiennent à une idéologie assez, que ce soit de républicain ou démocrate, c'est un peu la même chose par rapport aux juifs. Les juifs, c'est un outil qu'on utilise parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais la philosophie chrétienne antisémite baigne dans leurs veines. Quand tu es chrétien, c'est difficile d'être prosémite. Parce que d'après eux, on a tué leur symbole de divinité. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains bizarres comme ça aux États-Unis. Ils réfléchissent pas beaucoup. Ouais. Mais quand tu es un homme politique, bon, tu es pragmatique. Et c'est des gens bizarres un peu, ces évangélistes, quoi. C'est bizarre. C'est un peu incohérent, le truc. Par définition, quand tu es chrétien, tu es antisémite, parce que tu es mieux que les juifs. Parce que Tu viens remplacer. Tu viens remplacer. Donc, ma fille Tom, les juifs, ils sont bien, alors qu'est-ce que tu fous là? C'est pas cohérent. Leur concept, c'est qu'ils veulent qu'on revienne en Israël pour que la combattre revienne. Non, non, je veux bien, ouais, mais. C'est-à-dire que c'est pas pour l'amour du juif, Non, non, c'est je plus comprends. pour un dessin autre. Ça, c'est l'idée, on va dire, sous-jacente, mais certains de ces adeptes, ils ont perdu l'idée, quoi. Ils aiment bien les juifs, tout ça. C'est pas toujours des gens qui réfléchissent. Nous, on est un peuple qui étudie. Les autres gens, ils n'étudient pas, donc ils perdent souvent le message premier qui a amené à créer cette branche. Ouais, ils oublient, quoi. Ils aiment bien, il y a de l'ambiance, ça fait un peu une secte. Ils ne sont pas toujours liés au message d'origine, quoi. Il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas antisémites, hein. Non, 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 bébête, non, bébête. Parce qu'il y a plein de juifs chez les Américains. C'est-à-dire, chez les goïms, ils ont toujours un juif dans la famille. Non, bébête, moi j'ai vécu un petit peu, enfin, je suis parti plusieurs fois aux États-Unis. J'étais chez des goïms, ils ont tous un juif. Non, bébête. Ils ont leur juif. Ouais, bébête, ils ont tous. Mais il y a tellement d'assimilation là-bas qu'il y a des juifs partout, quoi. Il y a des juifs partout, dans chaque famille, quoi. Dans une famille de portoricains, il y avait un juif. Donc, donc les juifs sont moins mal connus là-bas. On les connaît. La méconnaissance du juif, ça fait beaucoup de haine. Quand on le connaît, bon, ça calme, quoi. Ils font partie de la société, quoi, là-bas. Mais, je vais dire, la ligne directrice des gouvernements américains, à part Trump, qui n'était pas un homme politique, c'est profondément anti-sioniste, antisémite, mais pour des enjeux de stratégie géopolitique, alors ils supportent Israël. Donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? Pour dire que cette Mishnah ne nous parle pas de ce qu'on est en train de parler, justement. Nous, on voit la galoute comme étant, tu as vu, on est sous domination des goyim, on voit plutôt d'abord, avant d'entrer dans les problèmes des dernières étapes de la fin de la monarchie juive en Israël. Enfin, juive, c'est un grand mot, parce que la fin du deuxième temple, on a vu que ce n'était pas une monarchie tellement juive. Elle a été usée, la monarchie juive, d'accord. D'où on voit qu'elle a été usée, la monarchie juive. D'où on voit qu'elle a été usée, la monarchie juive, à la fin du deuxième temple. Elle a été érodée. Hérode, ben oui. Il a tué tous les descendants des Hashmonaïm.
pour garder le pouvoir. Lui, c'était un esclave éduméen, Édom. C'est le début de Malchut Édom, d'une certaine manière. Il y a une transition. Hein, et c'est lui qui s'est mis, c'était le chien servile des Romains. Donc c'est l'entrée des Romains dans l'influence dramatique de notre nation. Ça, c'est le problème politique. Ici, c'est le problème spirituel. C'est le problème spirituel. C'est comme quand tu vois la Mishnah dans Taranit. Il y a 5 choses qui sont passées à Tchabéa, 5 choses qui sont passées à 17 Tammuz, enfin dans le désordre. Et on voit que c'est des choses et spirituelles et politiques. Ouais. Il y a le Vaudor, ouais. Il y a les Miraglim. Ouais. Puis on arrive à la fin, ouais, au mode Beth Amikdash. Il ne faut pas s'embrouiller, quoi. Il ne faut pas s'embrouiller. C'est vrai qu'on aimerait être naïf et tout, on est Israël, c'est la Géoula, c'est le truc, etc. On voit que la Géoula, la Galoute commence par une décadence spirituelle et la Géoula commence par une résurrection, une renaissance spirituelle. C'est le chemin qui est nécessaire pour remonter la pente, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une régression grave au niveau spirituel en Israël. Espérons que nous, nos enfants, pourront rester sur ce pays, Bezrat Hashem, et que la majorité du peuple va se ressaisir pour réparer toutes les brèches dans l'identité juive qui sont en train de se creuser. Bezrat Hashem. Donc ça, c'était la Mishnah précédente sur un petit peu la klala, comment dirais-je, on parle un petit peu comment dirais-je déjà des xérotes, puisqu'on parle déjà des xérotes de la musique, ouais. Mais la Mishnah, elle n'a pas insisté sur les xérotes. Tu vois, elle a commencé sur ça, curieusement. C'est une question un peu de pshat, Dan, tu comprends ce que je veux dire? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, si tu as vu dans un verre en plastique, je peux comprendre que. Il a pris un verre en carton, donc il n'y a pas de xérote, tout ça. Il respire encore, quand même. On aime beaucoup, Jonathan. Tu vois, c'est une question un peu de chat, Dan, que je viens d'avoir, tu vois. Parce qu'il y a marqué Miché Batla Sanhedrin, Batel Ashir Mi Bet Amishtaot, Shenemar Beshir Lo Ishtu Yain. Ouais. Manien. Nous, on a vu que c'était une Zera des Rabbanan. Ouais. Et toute la suite de la Mishnah, Miché Metun Batlou Rim Vetuim, ouais, Batel Ashir. On ne parle pas maintenant après de Xerot des Rabbanan, t'as remarqué? Voilà. Voilà. Et après, dans notre Mishnah qu'on a commencé, mais Poulmous, c'est la fin de la fin. Ouais. Alors là, c'est les Xérotes, Gazrou. Même si on n'a pas marqué Gazrou, on a parlé de Batlou, Batel, Batlou. C'est une bonne là, ça. C'est marqué Gazrou, alors j'aurais une autre là, j'aurais dit, pourquoi on ne l'a pas mis dans notre Mishnah. On a marqué Batel, on a l'impression, hein. Je vais dire un chidouche maintenant, puisque vous êtes là. Je n'aurais pas osé le dire tout seul. J'ai peur que je me contredise moi-même. Étant le seul. Ça commence toujours tout seul. C'est même le téléphone. Le téléphone. Sois fidèle au téléphone. Peut-être qu'il y a un remède dans la Mishnah. On ne parle pas que de la xéra, que Gazrou, qu'on peut pas. Il y a Cholot qui avait déjà une. Spontanément. Et peut-être déjà spontanément la. Allô? Et déjà spontanément, qu'est-ce qu'on va faire de la musique? Ouais. Après, elle développe la xéra. Ouais, pendant le travail, pas pendant le travail, etc. Mais c'est-à-dire, on parle, c'est un siman, c'est un signe de. Il n'y a plus de shirim au Beth Amikdash, il n'y a plus de simcha. C'est un signe de. Il n'y a plus de bracha, quoi. C'est un signe. On a vu, David, non, t'es bon, c'est encore le début. Regarde, David. Il y a Shabbat Ratan, là. Tu vas être crevé. Je suis étonné que tu sois venu. C'est incroyable. L'esprit combatif de David. Après un Shabbat Ratan, Kol HaKavod. En plus, en hiver, c'est très dur, Shabbat Ratan, parce qu'il n'y a pas de sieste, il n'y a rien. C'est Kol HaKavod. Quel rapport faire Kavod dans chez moi? Non, je ne pas fait de sieste parce que voilà. Ah, oui. Le chinois, on l'a fait. En plus.
Zakou Barour, David, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content que tu t'aies préféré te reposer ici que chez toi. Regarde, le... On se demandait quand ça allait être. Voilà, j'allais dire, j'ai dû me tromper de cours. J'ai regardé, je connais pas. Non, j'ai dit peut-être il va venir David et tout, Kol Hakavod. De tout mon cœur, c'est Kol Hakavod, mais pour pas qu'il y ait des jaloux. Je vais te massacrer parce qu'après, dire pourquoi toi tu massacres pas David et tout. Alors, mais la première parole, c'est celle. Première parole, c'est ça qui sortait du cœur, David. Après, j'ai dit, j'ai peur que tu prennes de mauvaises habitudes. J'ai pas de doute. Voilà, prenez exemple sur David quand même. Et donc, Michel Batla, Sanhedrin. J'ai une autre réponse, mais beaucoup plus technique. Une seconde, alors juste avant ta réponse m'intéresse, elle sera sûrement plus juste que la mienne, mais juste ici, on avait vu dans cette Mishnah que je vous avais parlé des gens qui avaient spontanément décidé de ne plus manger de la viande, du vin, des trucs. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Et l'idée de Batel Hashi, je ne sais plus qui avait rapporté cette explication, mais c'est écrit sur cette Mishnah, que c'était dans la même mouvance. C'est-à-dire, au Beth Amikdash, il y avait les Lévim qui chantaient sur leur. Même, ça n'aurait pas interdit la viande, le vin, mais le tiferet de la Avoda qui était le shir, ça, Batlou. Donc, d'après cette explication, on voit que c'était une initiative, on va dire, du Ham, qui a été confirmée par les sages, alors que le vin et la viande n'ont pas été confirmés par les sages, à part Aseudam Afseket. Oui, Dan. C'est beaucoup mieux que la réponse. Peut-être que c'est Pas par grave. rapport au début, quoi. Michel Batla, Sanhedrin, Batel Hachim. Des fois, dans les Mishnah, ils utilisent le fond, un peu de sondage. Pas symétrie, mais c'est cohérent. Mais je ne vois pas ce que ça vient répondre, Dan. Pourquoi C'est pas uniquement ennuyeux. Je ne vois pas ce que ça répond. Non, nous, la question, on a deux Mishnayot qui se suivent. Une qui parle. Non, mais il faudrait quand même répondre aux deux. Ouais. Oui, d'accord. On a deux problèmes. On a deux problèmes. On a deux Mishnayot, un qui parle de la régression spirituelle, l'autre qui parle des takanot. Ouais. Et d'ailleurs, même Bon, sans entrer dans le détail. Et donc là, par rapport au sujet de la deuxième Mishnah, enfin la dernière, on voit toute l'exérode, on aurait dû parler de ça. Ouais. Et maintenant, même quand tu dis Batel Hachi, tu veux faire une symétrie, mais on ne comprend pas c'est quoi Batel Hachi. Tu peux faire une symétrie quand c'est Matim. Vas-y, Batel Hachi. Il y a un problème, quoi. Gazrou, vas-y, Batel Hachi. En plus, tu as vu, on a vu. Yacholot, ça répond à des questions qu'on avait posées la semaine dernière. Il y a marqué Batel Hachi, mais Bet Amishtaot. On a dit, mais on voit que ce n'est pas que dans Bet Amishtaot que c'est interdit. Yacholot, ça peut répondre. Que même qu'il continuait à aller au bar, ouais, il y avait différents bars. Il y avait Bar Ilan, Bar Minan, ouais. Mais là-bas, on ne faisait plus de musique. Comment pas Gazrou. Donc, je veux bien accepter ton explication, Dan, mais comme elle répond à beaucoup moins de problèmes, ouais, c'est incomplet à mes yeux. Ouais, mais peut-être que tu as raison. Donc, après cette magnifique introduction, digne du Kéati, ouais, on peut maintenant reprendre notre Mishnah qui traite non pas de la régression spirituelle de la période antérieure, juste avant le Khorban, et malheureusement qui s'est accentuée après le Khorban. Là, on parle Poulmous, d'après Rashi, c'est la campagne militaire 2. C'est-à-dire que le Beth Amikdash n'a pas été détruit en un jour. Il y a eu des Romains qui sont venus piller, des Romains qui sont venus briser, des Romains qui sont venus brûler. Ouais. On a vu, c'est un peu cette. Et puis la galoute, tout ça. On a vu dans la Gemara Brachot, ouais. Et Khafti et Beti, Sarafti et Echali, et Gleti Banai Ben Aumot. Donc, ouais, il y a différentes comment dirais-je, étapes, de plus en plus graves. Ouais. La destruction de sa maison, on a dit, c'est Jérusalem. La brûlure du Echal, c'est le Beth Amikdash. Et la galoute, c'est comment dirais-je, le déplacement physique de notre peuple, voire même l'éparpillement.
C'est bon? Donc là, il y a eu différents. Il y a eu Vespasien qui était antérieur à Titus. Ouais. Vespasien qui était antérieur à Titus. Titus n'était pas un grand empereur romain, le saviez-vous? Il était mis à l'écart. Hein. Non? Je ne sais pas, On l'a peut-être. envoyé ici, là. Non, non, il est devenu empereur par. La Gemara nous relate sa prise de pouvoir. C'est que c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait réussi à s'émanciper de la ville, malgré les Biryonimes, les Zélotes. Et il a dit, comme maintenant, on va tomber, Jérusalem va tomber, donc notre nation va tomber dans tes mains. Et Hachem, il ne fait pas tomber notre nation dans des peuples de moins d'envergure, ouais, et dans des personnes de moins d'envergure. Donc, tu vas devenir empereur. Et juste à ce moment-là, un messager est arrivé pour annoncer cette nouvelle-là. Et impressionné par la prophétie et la sagesse de ce vieil homme, il lui a donné la possibilité de, comme avec la lampe de Aladdin, ouais, une possibilité de donner un vœu. Et il lui a, en fin de compte, accepté, après différentes tentatives, il a accepté de sauver Yavne et c'est ça qui a fait que la Torah a pu se poursuivre. Mais donc il est devenu empereur suite au décès de Vespasien. On parle de Vespasien. Là, c'était pas Titus, tu dis, je me suis trompé? Je pense. Je crois que tu as raison. Ouais, tu as raison, c'est C'est Vespasien. un rachat de Moucha. Et Vespasien? Vespasien par Roth. Ah ouais? Ouais, parce qu'il a abandonné, il voulait détruire Yerushalayim, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu une sorte de. Ah bon? Ouais, je crois bien. Non, il a refusé. Quand on lui a demandé de ne pas détruire Jérusalem, il a refusé. C'est pour ça qu'il est Il a arrivé. dit c'est pas moi qui vais le faire. Et Ah, donc il est parti et il est devenu roi. Donc il a dû repartir à Rome et il a envoyé Titus à sa place. ah, Donc, c'est ça en fait. Razak. Bon, bah, heureusement que je suis venu. On Et a confirmé parce que je veux non, pas- ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Et Titus, lui, je crois qu'il était encore que 5 ans, je crois, ou 3 ans ou 5 ans. C'est un des empereurs qui a été très court, quoi. Son règne était très court. Et les livres d'histoire viennent nous parler de son règne comme étant marqué par 2 événements essentiels, qui est donc la destruction du Beth Amikdash et encore un autre événement qui ne nous concerne pas directement, Pompéi. Un truc incroyable, un événement qui a marqué la mémoire des Romains, ouais, que toute la haute society de Rome avait comme résidence secondaire à Pompéi. Et suite à l'incendie du Beth Amikdash, ouais, ils ont tous été consumés par le feu. Un truc qu'il n'y avait pas eu, quoi, avant ou après, avec une telle envergure, ça. Ça a marqué l'histoire à Daïom, ouais. Et c'est quand même Méranienne, c'est dans les livres d'histoire, c'est les 2 événements qui sont rapportés. Eux, ils ne font pas le lien, bien sûr. Il a brûlé le temple, ils ont été brûlés. Ouais, c'est un truc assez incroyable quand même. C'est un truc qu'il ne faut pas l'oublier, ce petit clin d'œil qu'Hachem nous a fait dans les livres d'histoire Goy. Pompéi était une ville. Ouais, c'est rien à voir avec Pompée. Et qui a été brûlée. J'étais là-bas. Était brûlé par Titus. C'est sur le pied du Vésuve. Ouais. Et j'étais là-bas, c'est magnifique. C'est passionnant comme. C'est passionnant. Moi, j'étais un jeune, je devais avoir 13, 14 ans, je sais pas. Ah, j'ai kiffé grave. Parce que grâce à cette coulée de lave et la poussière qui s'entraînait, donc toute cette ville a été recouverte pendant des siècles, voire millénaires et les archéologues, ils ont pu donc faire émerger des profondeurs relatives du sol une ville entière. Pas quelques murs. Une ville entière. Les rues, les villottes avec le khatser, etc. C'est vraiment un. Donc moi qui aimais beaucoup l'histoire, ouais, déjà quand j'étais jeune, j'ai vu à quoi ressemblait une ville romaine, à quoi ressemblait la construction d'une maison, ouais, avec il y a l'entrée, il y a même des mosaïques, attention aux chiens. Ouais. Ah non, c'est conservé de manière incroyable. Donc tu rentres dans l'époque de la Mishnah, ouais. Qu'est-ce que c'était une ville à l'époque? On n'a pas un témoignage plus avec les fontaines et
et les piscines qui étaient à l'entrée des maisons. Et Tout enlevé, quoi. Ils ont déblayé. tout toute la déblayé. lave, Voilà, voilà. Ils ont. Et comme les maisons romaines étaient essentiellement en pierre, etc., donc beaucoup, un témoignage extraordinaire sur cette époque-là, quoi. Et tu es dans un site archéologique où tu reviens. Tu es dans une ville, quoi. Ouais, tu vas voir un mur ou une maison. Tu vois le tracé des rues, les places. C'est un truc de fou, quoi. C'est un Pachout, Hachem, il est venu maintenant laisser un témoignage de sa klala. Tu vois là, nous, on n'a pas le témoignage de. Hein, Aurel, pourquoi on n'a pas le témoignage? Je te sens très concentré. Qu'est-ce qui se passe? Razak. On n'a pas le témoignage, nous, de la klala de Sdom. Là, pourquoi on n'a pas fait on n'a pas trouvé on n'a pas de fouille archéologique sur Sdom, David? Pourquoi? C'est pas ça. Oui, c'est ça. Hein, pourquoi on n'a pas de fouille archéologique sur Sdom? Surtout été renversé, en fait. Razak, ça s'appelle Afichat Sdom. Rachid dit que c'était sur une sorte de grande roche la ville, et Hachem, pas uniquement il a fait tomber le feu, mais c'est à l'envers, quoi. Si on creuse beaucoup, on va trouver des villes à l'envers. Mais c'est très profond. Une plaque, je sais pas, qui s'est retournée, je ne sais pas comment c'est possible, c'est un S, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a rien trouvé là-bas. Donc, c'est une klala d'Hachem terrible, sur laquelle on a. Bon, je ne sais pas combien les maisons étaient en pierre à l'époque aussi, il faut voir, ouais. Mais en tout cas, on n'a aucun témoignage archéologique dans cette région qu'il y ait quelque chose qui soit resté, quoi. On voit juste qu'il y a la mer morte qui, antérieurement, n'était pas morte. J'ai dit que c'était à ce moment-là qu'elle est devenue salée, etc., qu'elle s'est fermée, et trucs. Mais sinon, on n'a pas de. On n'a pas. Mais là, on a la klala d'Hachem. D'aller à Pompéi, c'est, tu vois, le courroux divin. Une grande ville. Ouais, c'est pas mal. Grande ville, c'est pas comme les villes d'aujourd'hui. C'est à l'époque de Titus où ça a été. Oui, durant son règne. Après, juste après, un an ou je sais pas. Juste après la Srefa du Beth Amikdash, quoi. Donc, quand j'avais vu ça dans les historiographes, j'ai dit c'est les deux événements qui ont marqué le règne de Titus. Pas plus que ça. Ils disent que ça sur Titus. Ils n'ont pas vu le rapport, les pauvres. On continue. Donc, Bipulmus, on a dit, c'est la campagne militaire. Donc, première xéra qui va être développée dans la Gemara, Aterot Khatanim. On va voir que les Khatanim, ils avaient une sorte de couronne, une sorte de couronne. Et le Hirous. Alors, c'est quoi le Hirous? Ça n'a rien à voir avec le virus. C'est vrai qu'il y a toute une folie sur le virus de nos jours, mais ça n'a rien à voir. Hirous, on va voir dans la Gemara. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Faisons Rashi à la Seder, si vous voulez bien. Bepulmus, Raël, chez Evi, Apasianou, donc c'est du côté gauche. Et c'est à peu près à la 8e ligne, du côté gauche. Atarat, Ratanim, Virus, Meferej, Begmara, on est quitte. Bepulmus, Shel Titus. Donc la montée de Titus. Alors Rachid dit un truc pas évident du tout. Tosfot dans Mauvais Kamal n'est pas d'accord. Chevi Urkenus ve Aristobelus arrive. Benzeleze ayu chamishim veshtaim shana kidéamar beseder olam. Il dit deux informations qui ne sont pas évidentes au niveau historique. Première information, il parle donc qu'il y a eu un pulmus de Titus, donc une campagne militaire victorieuse à nos dépens de Titus. Et là-bas, le Chachamim dit voilà, c'est un drame pour l'homme Israël, donc on va interdire également un Tarat Kelot. Et deuxième chose qui sort un peu du sujet, c'est ce qu'on nous a vu précédemment, chez Lo Ilmad Adam et Beno Yevanit. David, qu'est-ce qu'on a fait comme zéro à ce moment-là? Chez Lo Ilmad Beno Yevanit, on ne peut pas apprendre à son fils le grec. Moi, j'ai échappé belle à l'école, j'ai fait du latin. Moi aussi. Le grec, je n'ai pas fait. Bon, dans la Gemara, on ne parle pas du grec ici. On parle d'autre chose. Non, on va voir, on parle d'autre chose. Et Rachid nous dit une information qui est controversée. Il dit que quand est-ce que cette xéra a été faite? C'était lors de la guerre entre les deux frères. Il y avait deux frères qui se battaient. Aurel, tu connais ces deux frères? Oui, Romulus et Rémus. D'accord. C'est donc, ça te fait rire, ouais, pas moi, Aristobulus et Urkenus. Urkenus et Aristobulus, c'était deux frères.
de Alexandre Yanaï, qui était donc un descendant des Hashmonaïm, et donc ils se disputaient le pouvoir. Il y en avait un qui était dans la ville de Jérusalem et l'autre qui a fait le siège. Alors, c'est dans les guerres sarotes, qui était à l'intérieur et à l'extérieur, c'est une marloquette entre la guerre ça ici, elle nous dit un, et dans Bava Kama, elle dit l'autre, à l'inverse, l'histoire. Et le Flavius Joseph, il est comme la Gemara ici, quand il rapporte l'histoire. Bon, on va voir après la Gemara qui développe le sujet. Et donc là-bas, pour une raison qu'on verra dans la Gemara, ouais, ils ont décidé, ouais, il y a eu un problème de Chorma et Vanit qui entraînait quelque chose de grave pour Yerushalayim. Et donc Rachid a compris que cette histoire-là qui s'est passée à ce moment-là, ben, c'était sous la campagne militaire de Titus. Et c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Pourquoi? Parce que c'est avant Hérode, ouais. C'est avant Hérode. Et Hérode, à l'époque du Temple, il était mort depuis longtemps. C'est à l'époque du Temple, on avait dit que c'était peut-être Agrippas, le roi qui était contemporain du Khorban de Betamigdash, d'après certains Mefarshim, ouais, qui était arrière-petit-fils de Hérode, ouais, même plus, un descendant de Hérode. Il n'était pas juif, mais il était tzaddik. Il était Aved Edomi, mais il était tzaddik. Il aimait les Chachamim, mais il aimait la Torah. Et donc, Hérode n'était pas encore là. Titus, il est après Vespasien, donc il y a un problème chronologique. Déjà, d'après Chazal, il y a un problème chronologique. Ouais. Déjà, d'après Chazal, il y a un problème chronologique. Ouais. Et deuxièmement, si on regarde les livres d'histoire, t'es avec moi, Jonathan, ou t'es paumé là? Comme d'habitude ou un peu plus? Un problème historique. Tu as fait un peu d'histoire ou pas à l'école? Juste Vercingétorix, Clovis, truc. Oui, moi non plus, j'aime pas trop l'histoire. T'aimes pas trop l'histoire? Non. Pas mon point fort. Bof, quoi. Non, point fort, on n'a aucun point fort entre nous. Ouais. Mais est-ce que t'aimes pas trop l'histoire? Comme c'est pas ton point fort, donc tu es toujours noyé parce que tu n'as pas de repère. Ah, c'est intéressant. Pour toi, il y a François Mitterrand et Jacques Chirac. Après, c'est dur. Je comprends. Il y a Pompidou. Ouais. Tu es au centre. Et donc, quand on a fait un peu d'histoire, alors c'est intéressant l'histoire. Quand on n'a pas fait d'histoire, alors on peut commencer à s'intéresser. Alors, tu as compris, José, ou pas? Titus, c'est la fin. D'accord? Et Ordus, il est mort depuis longtemps. Puisque quand les Romains ils sont venus écraser un des derniers foyers juifs à Masada, c'était un refuge de Ordus qui était déjà depuis un bon moment, au moins 100 ans. Ouais. 50, 100 ans, je ne peux pas vous dire précisément, mais un bon moment. Ouais. Et là, Ordus n'est pas encore là. Ouais. Il n'est pas encore là, Ordus. Et là, on me dit que Titus, ouais, il a vécu combien de temps, Titus? C'est le fils de Vespasien, si je ne m'abuse. Ouais. Combien de temps il a vécu? Donc c'est bizarre, quoi. Alors, Tosot et Cholek. Dans les livres d'histoire, il raconte que, je ne sais pas combien c'est vrai, mais il raconte que cette guerre-là qu'il y a eu, ouais, qui a entraîné le règne de Ordus, qui a pris position dans cette guerre-là, etc., c'était en vérité en parallèle avec une autre guerre dans les Romains. Les Romains, ils avaient une guerre entre eux. Vous connaissez la guerre des Romains? J'ai déjà parlé, moi je répète toujours les mêmes choses, j'étale ma confiture. Il y avait deux frères. Non, pas deux frères. Avant, il y avait une république romaine, Marco. Tu te rappelles la république romaine? Tu étais très vieux à l'époque déjà. La république romaine, et puis il y a César, Julius de son prénom. Il a dit non, c'est pas du tout adapté aujourd'hui. Il y a un empire, ouais, qui déborde énormément, ouais, les frontières naturelles de Rome. Ouais. Une république, c'est un balagan. On peut pas, faut être beaucoup plus décisif, il faut une dictature. Donc il a voulu mettre en place une dictature. Tout seul, il ne pouvait pas. Il a fait un triumvirat. Si tu veux, tout ce qui est en belge, ça se prononce différemment. Et là-bas, il y avait donc trois têtes. Il y avait David. Il y avait César. Ensuite, il y avait un café cramé. Pompée, pas Pompéi, Pompée. Il a failli cramer. Et le troisième, qui ne se l'avait jamais? Crassus. Oui, il y avait une BD connue là sur le. J'étais étonné que tu aies quand même des connaissances comme ça historiques. S'il n'y a pas une BD derrière, donc tu me rassures. Et donc Crassus, on lui a donné le rôle de grand prêtre, il était content, les cavodes et tout. Mais Pompée et César, ils voulaient le pouvoir.
Et donc, César, il avait une armée aguerrie après sa victoire de Vercingétorix, et Pompée aussi, il avait le pouvoir officiel de Rome. Donc, César, il a pris les armes contre le pouvoir officiel de Rome, et donc il a passé le Rubicon pour ce petit fleuve qui interdisait toute entrée de soldats, parce que c'était une ville démocratique. Il l'a fait quand même, et la guerre civile a commencé, enfin la guerre militaire, on va dire, puisqu'il y avait une armée officielle pour Pompée, et l'armée de César avec César. Tu suis là, tu peux imaginer même le film. Et malheureusement, les Hashmonaïm, ils ont pris position pour Pompée, et Hérode, il a pris position pour César. Et donc, comment César, il a écrasé Pompée à Alexandrie, je pense. Je ne me rappelle plus, c'était là-bas, je crois que c'était là-bas. Et ben, donc, Pompée a perdu la guerre, donc Hérode a reçu le pouvoir. Lui, Donc, il a supporté Dafka. Comment? Pompée, Dafka. Comment? Vendredi qu'il a supporté Dafka pour. Hérode? Et après, après César, il a pardonné. Ah ouais? Ah, c'est pas ça que j'ai lu. Ce qu'ils disent dans César et Dafka. Le guide? Hein? Des films là-bas. Ah ouais? Dans le musée, là-bas. Moi, j'avais lu comme ça. Je crois même dans une source plus ou moins juive. Ouais. Ma femme, elle était la semaine dernière à une visite guidée par un guide avec une kippa. Ouais. Ne leur fais jamais confiance. Elle m'a raconté ce qu'il a dit, mais c'est un amaretz gamour. Il y a des trucs, mais fourrage dans la Gemara, dans le Midrash. Il dit non, c'est pas vrai, non. Dommage, c'est le Rav Silman, il a tranché il y a 2 semaines, Minashamaim, interdiction de faire des études de guide touristique. Parce qu'ils apprennent la théologie chrétienne pour faire visiter les églises également, donc c'est de la Vodazara. Ouais. Donc lui, il a dû être bien formé sur les sources chrétiennes, les sources juives pas terribles. Il a une kippa, une vraie kippa, passe pour l'ambiance. Mais bon, c'est ce qu'on appelle un datiloni, quoi. Ouais. Il y a plus de chiloni que dati. Ils remettent beaucoup des fois en cause. Voilà, et le problème, c'est que quand tu es guide touristique, c'est ta vie, ouais, tu peux aussi étudier les sources midrashiques. S'il étudie un petit peu la Torah, il devrait au moins savoir ce que disent les Chachamim sur ça. Tu n'es pas obligé maintenant de rapporter que cette opinion. Mais quand tu as un public religieux devant toi, au moins savoir que ça existe, cette opinion. C'est un minimum des choses, si c'est ton métier. Ouais. Donc on voit que ça n'intéresse pas tellement, quoi, la Torah. Et donc, si vous faites une visite guidée, prenez avec vous des boules caisses. Moi, j'étais aussi une visite guidée une fois à la citadelle de David. Là-bas, il y avait une femme qui avait parlé, etc. Mais des bêtises, mais officielles, quoi. Là-bas, c'est des visites avec Mais des bêtises officielles. Oh là là, mais n'importe quoi. Ouais, ils disent, alors. Et j'ai vérifié, quoi, après. J'ai pris mon ordinateur, ouais. J'ai fait une recherche dans les livres. J'ai dit, est-ce qu'il y a une opinion pareille? En casé d'avar. Il raconte que comment ils ont conquis, David il a conquis avec Yoav la ville de Jérusalem et tout, avec un tunnel qui était utilisé pour l'irrigation. Mais complètement débile l'histoire. Non, non, c'est la version des historiens. Ouais. Et ils traduisent le pasouk, il y a marqué Tsinok là-bas, Tsinok, ouais, qu'il n'y a aucun méfarèche, d'aucun d'or qui explique comme ça. J'ai quand même 100 000 livres dans le Tzahar Horma. Ouais, ils ont bien aimé cette histoire. Là-bas, ils disent Roma, là-bas, le Midrash, il dit, il est passé par propulsé par un arbre. Donc, il y a Midrashim, il y a des Rishonim. Mais même pas, ils envisagent l'opinion officielle. Ils viennent rapporter un pasouk. Ils rapportent un pasouk avec leur interprétation. Ils ne rapportent même pas que les Rishonim disent différemment. Je ne savais pas c'est quoi un rituel. Mais elle est religieuse, la dame. Elle est religieuse, ça noie. Donc, c'est une formation qu'ils ont par Médina d'Israël qui est de la picorsouk. Ouais. C'est un peu pareil dans beaucoup de commentaires. Hein. Ah oui, Filmés, l'historien. télévisés. Non, mais quelqu'un de religieux, il peut se renseigner sur nos sources quand même. Il peut. Il a devant lui 100%, c'était un public de 100% religieux. Pourquoi il vient nous mettre du venin dans les veines? Pourquoi? Je peux comprendre les questions de lui, est-ce qu'il vient et tout. Ouais, elle est sympathique, elle instruit. Des fois, elle nous dit des trucs un peu de Torah. Donc, ça nous induit en erreur. Même quelqu'un de ma famille dit, ah, lui, c'est un Talmid Racham. Et c'est quelqu'un qui étudie. Il s'est laissé prendre au jeu. Parce qu'il a dit sur un truc quelque chose qui était vrai, après, tout le mensonge y passe. Il dit, est-ce que c'est grave? C'est grave vraiment quoi? Ça va, c'est quoi? C'est grave de se tromper? Bah, rien n'est grave. Mais après, quand tu vas voir maintenant le Passou, ou quand tu vas voir Midrash, ouais, non, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, j'ai entendu autre chose. Tu vas mépriser les sages, parce que ce que tout le monde dit, ce n'est pas les sages. Bon, les sages, Caniré, ils ne savaient pas. Mais les historiens, d'où ils ont les sources? Les sources plus récentes que la Gemara. D'où ils ont les sources?
ils n'ont pas des sources qui sont antérieures à la Gemara, elles sont plus récentes que la Gemara. C'est des théories d'archéologues qui ne veulent pas dire comme la Gemara, parce que ce serait dommage de dire que la Gemara, il y a du vrai dedans. Mais la Gemara, elle était plus ancienne que leur découverte. Mais ils veulent volontairement. S'il y avait un bouquin chrétien qui parlait de la chose, ils l'auraient pris. Il n'y a pas. Il y a. Dans l'histoire des trucs de Tanakh. Il y a, bien sûr, il y a. La plupart des histoires, elle est fondée sur les monastères qui ont réécrit l'histoire. 300, 400 ans après, quoi. Oui, mais ils réécrivent tout. Ils ont tout réécrit, les chrétiens. Toute l'histoire qu'on a, c'est les chrétiens. Ces gens-là, À l'université. l'université. C'est un diplôme de Taïarout, Il y a etc. vraiment des pièces là, qui étaient signées par qui s'appelle Maria ou Ben Chafin, qui est content de dire que dans le Tanakh, d'après ce que ça prouvait que. Eux, ils aiment bien prouver qu'il y avait un établissement juif par rapport au problème israélo-palestinien. Donc, dès qu'ils trouvent un truc, tu as vu, ça remonte ici, parce que les Palestiniens disent non, c'est un peuple, on a des khazars, des trucs, je sais pas quoi, ouais, un peuple inventé. Alors, dès qu'on trouve un établissement, des preuves historiques, donc ça, il y a déjà un enjeu politique par rapport à ça. Mais dès qu'on a dit qu'on était là, ça suffit. Après le reste, il ne faut pas non plus aller trop dans la Gemara. Non, les psukim, c'est des apicorsim, donc les psukim, ils acceptent, comme la critique biblique. C'est juste la loi orale qui remet en question. Les psukim, ils acceptent que c'est notre patrimoine et ça prouve qu'on est là depuis longtemps. Ils sont obligés d'accepter les psukim parce que c'est ça, pour ça qu'on est en Israël, parce qu'Abraham, Israël, les psukim, ils acceptent. C'est la loi orale qui remet en question. C'est les nouveaux Samaritains, les gauchistes, apicorsim, sionistes de Ben Gurion et les autres. Ouais, ils ne veulent pas la loi orale. La loi écrite, ils acceptent. Ils ont fait un pirouge sur la Torah. Qui donnait dans les écoles, qui faisait abstraction de la loi orale. Des critiques bibliques. Bekitso. Donc voilà, donc, comment? Ils ont le Tanakh à l'école. Bien sûr, mais avec leur pirouche. Des chrétiens, des trucs. Il y a un pirouche de prêtres dans le livre. On parle de choses écrites par Rav Moshe Feinstein. Hein. C'est pas moi qui le sais. Il faut brûler le livre. Ouais. Qu'ils ont à l'école. Pourquoi le livre qu'ils ont à l'école? Ouais, ils ont les chilonim. Hein. Il y a certains psukim qu'ils ont bêtement rapporté un pirouge d'un prêtre, où là-bas on voit que les juifs mangent le sang des chrétiens. Que les chrétiens ont expliqué comme ça. Et dans le livre, ça y est. Hein? Non, j'avais une fois vu le sujet et j'ai vu que Rav Moshe Feinstein également, il parlait contre ce livre-là. Mais je n'ai pas l'adresse. Un endroit, une fois j'avais vu qu'il rapportait l'adresse, tel passouk, tel truc. On voit, je n'avais pas vérifié. Parce qu'une fois, Cohen Zardi, Yaakov, il m'avait dit ah, regarde, j'ai trouvé un livre à côté de la poubelle, de Tanar, etc. Je dis c'est quoi ce truc-là? Alors j'ai regardé et j'ai vu le nom du monsieur, j'ai cherché un peu sur Internet, après j'ai cherché dans les postim, etc. Et j'ai vu que c'est pas dans la poubelle qu'il devait être. Un Kasuto par hasard? Je ne me rappelle plus. Peut-être. C'était le livre officiel, peut-être encore aujourd'hui, des écoles chilonites sur le Tanar. Moi, je t'avais amené une collection. C'était ça aussi. Ouais, C'était ça. Ouais, c'est la même chose. Il y avait deux collections. Il m'a dit celle-là, c'est très très bon. Du Rav Kook d'ailleurs. Mhm. Il y avait une autre, tu m'avais dit exactement pareil. Ouais. Donc, Dans toutes les maisons, il y a ce livre-là. Ils avaient ça à l'école. Il y a un pied rouge de chrétiens. Alors qu'on est en Israël, on est chez nous. Voilà, ça. Voilà. Alors, on continue. Donc, on a Spécianus, on a Titus, on a Rashi, contre lequel Tosfot va exprimer son opinion qu'on va faire la Gemara. On va accélérer. Donc, on a ensuite la Mishnah termine ses propos, non pas sur ses xérotes suite Chorban Bet Hamikdash, mais elle revient à un sujet qui est un petit peu lié à la Mishnah d'avant. J'ai du mal à comprendre l'ordre des deux Mishnayot, parce que là on dit Mishémet Rabbi Meir, en fin de compte c'est chronologique un peu. Maintenant qu'on a fini du Chorban, alors le Rav des Tanaïm, eux, ils sont morts, certains étaient morts après le Chorban, donc on en parle ici, on dit quand il est mort ce Rav-là, alors cette dimension spirituelle a disparu avec lui. Ouais, on va voir la liste. T'es avec nous Aurel ou pas? Je me sens très fatigué ce matin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un petit massage des pieds? Non, ça va. Non, ça va, ça tombe bien. Et elle dit comme ça, Mishémet Rabbi Meir, Batlou, tu vois, moi j'aurais peut-être mis avant cette Mishnah-là. Batel, Batlou, ouais. Mishémet Rabbi Meir, Batlou, Moshle, Machalim. Rashi, la tête, on n'a pas fait. Mais Poulmous Acharon, Rashi d'abord à l'avant, hein. Mais Poulmous Acharon, Ushel Chorban Abaïd, Veshel Titus Nami Ava. Et donc, tu vois, il y a un peu une contradiction dans Rashi, ouais. C'est-à-dire que d'après Rashi, Titus était 52 ans avant le Chorban, et c'est lui, bien entendu, qui a fait, c'est écrit dans Gittin. Donc quoi, il aurait donc vécu plus, il aurait régné, enfin, il aurait vécu plus que 52 ans, il aurait fait l'histoire de Orkenus, truc pour lui, Titus, donc il a vécu très longtemps.
Et c'est comme ça. C'est possible, quoi. C'est pas impossible. Mais pour lui, c'est collé, ces deux événements. Enfin, c'est collé, c'est la même personne. Mais pour le Moussa Haron, ou chez le Khorban Abaï, chez le Titus Nami Abaï, il parion, Betor, Haïr, Shayou, Molechim, Ota, on déplaçait la Kala, ouais, pas sur un bulldozer, non, Mibaet Avia, les bêtes Baala, on la sortait de chez son père pour l'amener chez son mari, vers Pirion, ouais, parce qu'ils n'allaient pas au Olam. Le mariage était des fois dans la maison du mari, et la choupa et la bête ratanim, c'était sur le toit de la maison des parents, ouais, ouais, bête ratanim, ils vivaient sur le toit. Il y a plein de gags très sympathiques là-bas. Et payon shel me'ilim vetalitot muzavot mukefet là. Elle était donc dans une sorte de petite boîte, enfin dans un truc, avec des tissus qui l'entouraient comme ça. Une sorte de choupa, ouais. Me'ilim vetalitot muzavot vemukafot là. Elle était entourée de toutes sortes de drapures précieuses, ouais. Et quand il y a eu donc le Khorban Bet Hamikdash, c'était une simcha, t'imagines, dans les gens, on acclamait, on applaudissait, Kala, Kala, les gens klaxonnaient, ouais. Et ça a été annulé, cette comment dirais-je, expression de joie trop importante dans un contexte de galoute. On a limité, c'est pour ça que pendant le mariage, on casse un verre ou une assiette, qui n'est pas trop de joie non plus. Parce que, pas discrétion, joie. Joie. La joie, comment dirais-je, sans limite, n'a plus sa place depuis qu'il y a le Khorban Bet Hamikdash. Et le lieu particulier. La joie. On voit beaucoup de choses. La couronne du Khatan, la couronne de la Kala. Ça, c'est l'histoire Beyoter. Le Khatan, la Khatouna, au Fenklali, c'est le moment de la plus grande. Ouais. Simchat Khatan Vekala, c'est Simchat Khatan Vekala. C'est bon, c'est la Simcha. C'est la Simcha. On voit le Nossar de Birkat Khatanim, c'est la Simcha. C'est vraiment la Simcha. Et là, ils ont fait quelques. Tu diras, c'est dommage, c'est une mitzvah, le mariage, etc. Mais c'était l'occasion de vraiment de rigoler, de se saouler, de danser, de s'amuser. Et pas de. C'était l'occasion particulière pour exprimer sa joie de manière illimitée, le mariage. Alors c'est là-bas que certaines takanotes ont été instituées. Et je peux imaginer, ce n'est pas écrit dans le livre, mais je vous dis mon opinion personnelle, je peux imaginer que ces takanotes ponctuelles ont dû également limiter l'euphorie qui régnait durant ces fêtes. Et où on marque le coup qu'il y a le Khorban, donc l'euphorie qui était, j'imagine, c'était la hafla, tu vois, l'avdil chez les Arabes, le mariage, c'est vraiment la fête, quoi, sans limite, quoi. Il n'y a pas de limite, paraît-il, chez les Arabes dans leur mariage, ouais. C'est la fête totale, ouais. Et bien, à partir du moment nous, on casse un verre, on truc, différentes choses qu'on ne fait plus, alors ça rend la chose plus équilibrée, plus limitée. C'est une certaine barrière au dévergondage durant ces moments-là particuliers. Donc, il y a marqué ici par rapport à Abimeir, quand il est mort Abimeir, c'était le dernier, non pas des Mohicans, mais le dernier des Moshalim. Ouais, ça c'est la Mishnah. Il n'y a pas de Rashi sur ça. On verra dans la Gemara, c'est Mishum Tzniout. Ouais. Il y en a qui expliquent c'est quoi la Tzniout, peut-être pour qu'on ne puisse pas voir la femme quand on l'amène. Ouais. Différentes explications, c'est quoi la Tzniout que Chachamim, la raison pour laquelle les Chachamim, ils ont permis la chose. Ouais. Mais il y a une autre explication que celle-là. Ouais. Il y a écrit également le Rambam, il dit Mishum Tzniout. Le Rambam, il dit Mishum Tzniout. J'ai vu un autre pirouche. Je sais pas. Je crois que c'est dans la Gemara. On verra dans la Gemara. Je pense que c'est dans la Gemara. On continue. Donc, il y a marqué Moshle, Moshalim, les allégoristes. David, c'est quoi les allégoristes? Les goristes, les gorilles. Allez, goristes. Allégoriste. Voilà, c'est une allégorie, non, c'est un machal. Ouais. Machal, c'est tu vas dire, voilà. Ouais, c'est comme Gafni, il a fait un machal à la radio. Il a dit parce que celle qui s'occupe de la réforme de la cache-route,
plus comment elle s'appelle, une russe, ouais, Lieberman, elle ne mange pas cachère. Elle dit les mains d'Avardomé, c'est comme on va faire une vada pour endiguer le problème de la drogue, et là-bas, le mec, il fume un joint. Ouais. C'est pareil. Il a donné un machal. C'est pour parler au chilonim. Ouais. Ça ne le gêne pas tellement, quelqu'un qui ne mange pas cachère et qui va pas faire une réforme sur la cache-route. Alors, tu parles à quelqu'un qui essaie d'endiguer le problème de la drogue et il fume là, il a besoin de faire un machal pour que les gens ils comprennent, parce que ça ne les touche pas sinon le problème de la cache-route. Ça va, elle peut faire truc sur la cache-route, elle reste objective, elle ne mange pas cachère. Mabaya. Alors, machal, c'est toujours pour que la personne elle comprenne mieux ce qui la touche elle-même. C'est ça la notion du machal. Et Rabbi Meir, c'était un pro dans ça. Comment tu dis? Une parabole. Voilà. Je crois que c'est un synonyme, allégorie et parabole. Oui, ouais. Je pense, José. Ouais. Parabole et allégorie. Je pense que c'est un synonyme, José. Il y a beaucoup de synonymes en français, mais on ne va pas faire la liste. Donc Rabbi Meir était très fort dans les parts à bol ou dans allégorie. Ouais. Et donc, il y avait une chokhma particulière pour trouver vraiment l'histoire, pas uniquement qui touchait les gens, parce que ça, tout le monde peut faire ça, des histoires qui touchent les gens. Ouais. Même l'Avdil Coluche, il y arrivait. Donc, le problème, ce n'est pas de faire une histoire qui touche les gens, c'est qu'elle soit particulièrement et rigoureusement illustratrice de ce qu'on veut apprendre. Parce que des fois, il y a un décalage. Tu entends le machal, l'imchal. Ouais, bon, j'ai compris ce qu'il veut dire. Ouais, je vois dans quel sens il veut aller. Tu dois toi-même un peu compléter un peu de spartel, un peu de trucs, ouais, du silicone, et ça tient. Mais ce n'est pas super menuisier l'histoire. Et lui, Rabbi Meir, il avait une telle chokhma qu'il savait ce que les gens pensaient et il comprenait ce que les sages voulaient dire. Donc l'un dans l'autre, il arrivait à bien retraduire ce que les sages voulaient enseigner en donnant une image particulièrement claire de ce qui devait ressortir aux yeux des gens. Donc ça, c'est Rabbi Meir. Moshle Machalot, avec sa mort, on n'avait plus des grands allégoristes. Il y a les Machalim du Midouvno, ça c'est connu. La tête haute de donne un signe, Amtala, un appui, de Vetam, les Chokhma, une explication. Donc ça explique souvent le Machal. Ça explique la sagesse de la chose, des fois. Ça permet de traduire un peu l'idée. Les Kanesba, Béchar et Bina, que la Chokhma puisse entrer après dans Shar et Bina. Bina, c'est la déduction. Ouais. Tu as une information et tu en fais de la Bina. Passer par une déduction, tu arrives à une Chokhma. Igon Mamshalot, Shoalim, Damar, dans Sanhedrin, on voit là-bas, il y avait toutes sortes les fables du renard. Vous connaissez les fables du renard? C'est une Mara dans Sanhedrin. Comment il s'appelait déjà le renard? Non, chez nous. Clairefontaine, je ne sais plus de qui. Ça commençait par un G, mais je crois. Comment il s'appelait depuis? Non. Le renard, il lui a donné un nom. Ouais. Chacun, il a un nom. Il a critiqué la société monarchique par ses machalim. Et il en a pris certains du Michelet, il en a pris certains de l'Agmara. Comment il avait accès, je ne sais pas. Qui avait Darish, Rabbi Meir, et Pirka, avait Darish, Tilta, Shamata, Vetilta Gata, Vetilta Matle. L'Agmara de Sanhedrin dit quand il faisait, Pirka, quand c'était à la yeshiva, il faisait sa dracha. Alors il faisait une dracha, le tiers c'était des halachot, le tiers c'était des agadot et tout sur Kejouchou, sur les midot, et le tiers c'était des machalim. Donc ça faisait faire partie vraiment de son programme officiel d'enseignement, les machalim. T'entends David ou pas? La Mishnah veut dire que Rabbi Meir, c'est le dernier des allégoristes, quand il est mort, c'est fini. C'est fini cette dimension d'allégorie magnifique. L'allégoreur. Quand il est mort, c'est lui qui en est, quoi. C'est pas qu'il y en avait que quand il est mort, ça a été un peu long. Je comprends pas bien. C'est l'air technique comme l'autre. Ouais. Disons qu'il y avait des allégoristes un peu partout dans. Non. C'était le dernier qui avait reçu la massorette, la chorma, de faire des allégories. Et quand il est mort, alors on a continué à faire des petites allégories sympathiques. Rav Gafni, il a fait ça cette semaine. Mais ça reste sympathique. C'était pas de la chorma. Des fois, c'est un outil publicitaire, l'allégorie. Tu comprends? Là, c'était vraiment de la chorma. Hein? Kanirek, il faut de la chorma pour faire des allégories. Kanirek, il faut de la chorma. J'ai fait une allégorie avant Shabbat. Tais-toi. Ça s'appelle Gefi. Tais-toi. Je sais, on les connaît toutes.
tu les as tous imposés et on les a retenus malgré nous. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut une chorma pour ça. Il faut une chorma psychologique de savoir ce que l'autre y comprend et une chorma de comprendre la Mishnah. En général, c'est deux intelligences différentes. La psychologie, ouais, et on va dire l'analyse, ouais, textuelle, c'est deux intelligences différentes. Et lui, il cumulait ces deux sagesses. Iridata Dorot, ça fait qu'on n'avait plus un chacham qui avait ces deux outils intellectuels qui permettaient d'arriver à faire des allégories magnifiques. Allez, on continue. Donc ça, c'était Rabbi Meir. Mishemet ben Azai Batlou à chaque danim. Alors c'est Rashi. C'est quoi chaque dan? Étudie de manière intensive, sans interruption. Écoute bien, Samuel, sans interruption. Shogdim al dlaltot betamidrash, laila aveyom, kidamar bebamos, avalma yase shenafshi chashka batora. Ouais, et qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas, je peux qu'étudier la Torah. Dans quel contexte il a dit ça, Ben Azaï? Qu'est-ce que je peux faire? Par rapport à moi, j'étais marié avec qui? Il était marié avec la fille de Rabbi Akiva, la pauvre. Bah oui, mais il dit je peux pas. Elle est bien, elle est très bien et tout, mais la Torah, elle est mieux. C'est un Chabad, il aurait dû se marier avec une fille qui s'appelle Tania. Ouais. Et tu comprends ou pas? Et donc le Shurnour, quand il parle de la Chod Piri Verivia, Aurel, tiens bon. Et alors il dit que il y a une mitzvah de se marier et tout, mais il y a quelqu'un qui est pas tour, c'est celui qui est comme Ben Azaï. Qu'il est tellement versé dans le limud de la Torah, ouais, qu'il peut pas se marier. Il a un peu comme Moshe Rabbeinu, quoi. Il est complètement dans l'histoire. De nos jours, bien entendu, on se méfie de celui qui dit je suis comme Ben Azaï. Je ne dis pas que je ne suis pas tranché comme toi, ouais. Je dis on se méfie. Il peut y avoir une Neshama qui est tombée dans notre génération, qui est d'Avouk Batora. On a le Ravadès, par exemple, au Kotel. Il a divorcé, ou l'Omed Yomam Balayla. Le Ravadès qui semble correspondre à la. Hein? Il a divorcé officiellement pour ça? Ouais. Je crois, je ne connais pas bien les histoires, vous savez très bien, les histoires, je crois que ce n'est pas mon truc. Mais mes enfants m'ont raconté, je sais pas si c'est vrai, mais que c'est ce qu'on appelle un fou de Dieu, quoi. Il est complètement dans une dimension spirituelle qui lui empêche d'avoir une vie conjugale normale. Donc dire que ce n'est pas possible, je ne sais pas. Caniré, il y a un exemple ici, je pense que c'est un tzaddik, ce Rav. Je ne connais pas personnellement, mais ça a l'air. En tout cas, les chachamim, ouais, l'ont pas mis de côté. En général, les gens bizarres, les chachamim, disent non, éloigne-toi de lui. Il vient s'asseoir des fois des réunions de chachamim, très très important, et il a sa place. Bien qu'il est très anna avec eux, il ne veut pas sous de kavod, mais des fois, il est rapporté en tout cas. Donc, ça ne doit pas être un rigolo. Donc, Ben Azaï, il ne faisait que étudier. Mais il y avait aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était marié. Ben Azaï, c'était encore plus. Ouais, c'est encore plus. Bon, je ne sais pas qui est mort avant, parce que les deux, c'est Talmidei de Rabbi Akiva. Ouais. Peut-être que Ben Azaï est mort après Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. En tout cas, cette notion d'être à 100% dans le limud Torah, ni travailler, ni marier. Ouais. Parce que les détracteurs des Haredim disent comment non, il faut travailler, il faut étudier. Ben non, il y a une notion, il y a des gens qui peuvent complètement s'investir dans le limud de la Torah. Ce n'est pas une majorité, mais ça existe cette notion-là. Ce n'est pas des clochards, c'est des tzadikim. Mishemet ben Zoma, Batlou Adarshanim. Rashi. C'est quoi Adarshanim? Shayabaki Beta'ame Amikraot. Ouais. Il était très fort. Ben Zoma, pour trouver dans les psukim, ouais, des sources par rapport à des halachot qui étaient connues, parce que ça, ils avaient une loi orale. Il y a tout plein d'halachot qu'ils connaissaient. Mais des fois, ils ne savaient pas hein, d'où on le tirait du pasouk. Il y a un cas comme ça dans la Gadat Pessar, ou pas? C'est quoi? Et qui c'est qui a dit la dracha? Ben Zoma, comme nous dit Rashi, ouais, qui dit qui dit Amar là, l'ozachati chez Termer. Qui c'est qui a dit chez Termer? Voilà, il a été nommé, même les enfants connaissent le Pirouche sur la Gala de Pessar. Il a été nommé Rosh Sanhedrin,
Pourquoi tu es nommé Rosh Sanhedrin, Dan? Alors qu'il était tout jeune, Makara. Ah bah non, mais les enfants, ils connaissent. Mais ils s'en foutent, ça. Ouais. Non, il devait remplacer Rabban Gamliel. Et pourquoi de remplacer Rabban Gamliel? Il y avait une histoire avec Rabbi Yoshua. Ah, Hazak. On a un représentant des enfants officiels au Beth Midrash. Ouais. Hazak, il y avait une grande marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamiel, entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, avec le Tanour Shachnai. Ouais. Dans... Quoi? Oui. Non, mais et on voit là-bas. Ah, il y a pas. On voit là-bas, il y a plusieurs points. Ils ont dit, comme il éclate à chaque fois. Hein, ouais. Ouais, il était trop dur et tout. Il était trop dur. Donc, il a été mis en kherem. Ouais. Et après, ils ont cherché, la Gemara dit, ils ont cherché un remplaçant. Ils ont cherché un remplaçant. Alors, ils n'ont pas pris Rabbi Akiva, parce que comme il est Ben Guérim, il n'a pas de srout à vote, etc. Et ils ont trouvé Rabbi Eliezer Ben Azaria, ouais, qui avait du srout à vote, qui avait ci, qui avait ça, etc. Mais il était jeune, et donc il n'arrivait pas à convaincre le Beth Midrash, et il est venu Benzoma avec sa force. Il a trouvé une dracha, ouais, que les enfants ils connaissent. Tu devras réviser ça pour la Gada de Pessah. C'est quoi la dracha de Benzoma? Sur quel sujet? Par rapport au Kriyat Shema, Shel Orel, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Kriyat Shema, sur quoi elle parle la Gada Shel Pessah? Kriyat Shema, Shel Arvit. Kol Yemei Chayecha. Yemei Chayecha Yom. Kol. Laila. Vechachamim Omrem. Les rabots. Les mots Mashiach. La Maba? Ouais. Il y a marqué la Maba? Non, c'est Mashiach, non? Ah, ça. J'ai un copain, il savait le dire en ladino, tout ça, en chantant. Et on continue. Ça, c'était donc les Darshanites, c'est Benzoma. On continue à Mishnah. Ensuite, il y a marqué Mishemet Rabbi Akiva. Ah, quand il est mort Rabbi Akiva, Batel Kavod à Torah. Il dit Rashi, c'est quoi Kavod à Torah? Shanoten libo lidrosh kol kot vekot shel kol hot. Il y a un midrash de Rabbi Akiva de Sefer à Otiot, je crois. Même les tagim, vous savez, il y a des, tu sais, c'est quoi les tagim? Pas dans le métro. Les tagim, tu sais quoi les tagim? C'est qu'il y a sur les lettres, il y a des petites fleurs comme ça. Ouais. Et sur cette lettre, oui, sur cette lettre, non. Et Rabbi Akiva, tellement il voyait que la Torah, c'était quelque chose de pas humain complètement, c'est un cadeau du ciel. Donc, même la forme des lettres, il était d'orège, même les tagim, il n'y a rien d'arbitraire. Tout est kadosh. Aujourd'hui, avec les conférenciers, on le sait, ouais. Mais à l'époque de la rigueur intellectuelle des Tanaïm, c'était un ridouche qui faisait Rabbi Akiva. Celui ne faisait pas ça pour faire tchouva aux gens. Il y croyait. Il y croyait et il dit c'est vraiment, il y a de cette forme-là de l'aide, de cette forme-là de truc. Hachem a voulu nous dévoiler quelque chose. Donc, il a donné un kavod à la Torah. C'est quoi kavod de la Torah? Je me rappelle une fois, il m'avait dit ça aussi, Moshe Berebi, quand j'avais fait mon Agadat de Pessah, une des premières versions. J'avais fait la Agadat de Pessah, le rapport des psukim. Alors, j'avais fait une police de caractères différente pour les psukim et une police de caractères différente pour le texte. Alors, c'était pas joli. Ouais. Il m'a dit voilà, il y a un kavod à Torah. Tu veux pas que la Torah elle soit écrite différemment que la Torah chez Baal Pé. Ça avait marqué ça. Kavod à Torah. La Torah ne peut pas être écrite comme un texte. Elle doit toujours ressortir du contexte. C'est ça la source, c'est ça la base, sur ça le monde a été créé. Ouais. Donc c'est Rabbi Akiva Kavod à Torah. Même les formes, elles sont pas arbitraires. Mais kol sheken tevot yeterot. On a vu la grande marque de treur, on en vous a parlé à plusieurs reprises, entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'était le pshat. La Torah dit Brak el Shem d'Adam. Il y a un mot en plus, mais c'est une façon de parler. Rabbi Akiva, non, il n'y a pas de façon de parler. Chaque mot est à dire. Et nous, ce qu'on voit, David, et nous, ce qu'on voit en permanence, David, et nous, ce qu'on voit en permanence dans la Gemara, hein, il n'y a pas beaucoup de monde, au moins que vous soyez là. Pas besoin de figurants, on n'est pas dans un western. Donc, on a beaucoup de drachot dans la Gemara. Ouais, on est d'orège d'un mot, d'un vav, d'un truc. Ça, c'est Torah de Rabbi Akiva. D'après Rabbi Ishmael, ça ne commence même pas, ces drachot-là. Ça ne commence même pas. Donc, la Gemara, on est Talmidé Rabbi Akiva. La plupart des drachot dans la Gemara, c'est des mots, des lettres en plus. Ouais, que d'après Rabbi Ishmael, ça ne commence même pas l'histoire. Anartou Talmidé Rabbi Akiva. Pas Bnei Akiva. Et la Talmidé. Et donc, on continue. C'est pas sur ça qu'il disait quoi, Torah, non?
Comment? Comment tu dis? Non, je veux dire, c'est pas un gnaï pour Rabbi Ishmael, c'est-à-dire pour la Torah et Rabbi Ishmael. Ouais, c'est peut-être un gnaï, ouais, je sais pas. On est l'odeur. Rabbi Ishmael, il a appris différemment. Maintenant, on voit dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, quand il a vu les drachot de Rabbi Akiva, il était impressionné. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il a reçu un enseignement, mais il savait que la Torah, elle est tellement vraie que même ce qu'il n'a pas reçu, s'il se casse la tête avec les outils qu'il a reçus, des Chachamim, etc., pour déduire, la Torah, elle est infinie. Rabbi Ishmael, c'est une transmission. Rabbi Akiva, c'est non, la Torah, elle est infinie. Elou, velou, divrei Elohim, chayim. La Torah, c'est Elohim, chayim, c'est vivant. Les drachot, elles sont sans fin. Mais Gamzen, Artout, des Rabbi Akiva, toujours dans la Gemara, apporte plein de drachot dans la Gadot, c'est Shitat Rabbi Akiva, des drachot de psukim, des trucs. Tu dis comment on arrive à un truc pareil, ben non, il y a un petit remède, Marianne, Amit Gaber, et on arrive à des idées très, très, très intéressantes, ouais, qu'on n'aurait pas pu se permettre si Rabbi Akiva il n'avait pas osé. Nous on est habitués à tout ça, mais Rabbi Akiva, c'est un peu l'enseignant de tout ça, ouais, l'origine de tout ça. Donc Rabbi Ishmael, c'est le Tana Ragil, quoi, mais contemporain de Rabbi Akiva. Gardez la Shita carré. Rabbi Akiva dit non, la Torah, elle est éternelle, elle est infinie, la Torah. Ah ouais, on voit ça dans le Midrash. Mon cher Rabbeinu, il a vu il était impressionné, et il n'était pas cholek. Il voyait dans scène Chorma, ouais. Il ne comprenait pas, non? Ouais, mais il ne comprenait pas parce que c'est ça qu'il avait appris. C'est pas ça qu'il a anticipé. Ouais. Lui, il enseignait. C'est ça, c'est fallait qu'il enseignait, mais Elou, Velou, divrei Elohim Chaim, mais il a vu dans. Et ce Midrash est écrit sur Rabbi Akiva, pas sur un autre. C'est un Khatchan. On dit aussi que Kadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Chidushim. Ah ouais. Non? Il n'y a pas un Midrash pareil? J'imagine qu'il y a. Mais la Mishnah ne parle pas, elle parle de Rabbi Akiva. C'est une évidence absolue ce qu'il vient de dire. Très bien. Il est très heureux qu'il ait une confirmation de notre ami le Belge. Donc, on continue. Donc, ça, c'était Rabbi Akiva Batel Volatora. C'est bon? C'est bon. Alors, ensuite, on continue. Ça, c'était Rabbi Akiva. Mishemet Rabbi Hanina ben Dossa. Qu'est-ce que tu connais de Rabbi Hanina ben Dossa, Aurel? Ben Dossa, c'était quand il y avait une émouna énorme. Ouais, t'as un exemple? Il mangeait le crouve. Non, l'huile de Shabbat. Le vinaigre. Le vinaigre de Shabbat. Et le pied dans la trappe du dragon. Ah. Et il marchait, oui, Harod. Le Harod Mémit et la Achet Mémit. C'est lui aussi. Et puis les sorcières qui faisaient des mauvais sorts, ils marchaient dessus. Enon Milevado. Ouais. Donc, justement, c'est ce qui a marqué ici. Mishemet Rabbi Hanina ben Dossa. Batlou, Anche Maase. C'est quoi Anche Maase, Rashi? Batouar. Ouais. Batouar Bechashivuto Veose Maasim Mouflaim. C'est quoi Bater Bechashivuto, Dan? Faut qu'étudie la Torah. C'est quoi Batouar Bechashivuto? C'est-à-dire quoi? Si on dit Khashivuto chez la Shem, bon, c'est Non. pas très. Les autres sont d'accord avec ça. Hein. Lui-même, quoi. Il a confiance en ses Il sait qu'il est tzaddik. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas tzaddik. Mais putain, il va mettre son pied. Il dit c'est pas la faute qui tue, c'est le harod qui tue. Moi, je ne ferais pas ça, moi. Parce qu'il faudrait m'amener non, Beth Midrash, c'est la faute qui tue. Je ne suis pas à ce niveau-là. Ouais. Lui, c'était un tzaddik amour. Chez le Hayachoté. Ouais. Et donc, il pouvait faire des nissim. Mais si maintenant tu fais un petit peu de trataïm, tu ne peux pas faire de nissim. Parce que la faute, elle tue. Donc, il était batouar de son niveau spirituel. Un truc aujourd'hui, tu te prends pour qui, on dirait? Ouais. Aurel, tu comprends un truc pareil, toi, ou pas? Pourquoi? C'est pas bien de dire ça? Rabbi Hanina ben Dossa. Il faut se connaître, Jonathan. Pas que ses défauts. Il ne faut pas connaître que ses défauts. Il faut aussi connaître ses qualités. Mais si tu ne connais pas tes qualités, tu ne peux pas agir dans la vie. Tu ne peux pas agir dans la vie. Une histoire qui Ses défauts avant ses qualités, quand même.
Moi, avant de me marier, que j'avais un tout petit niveau en Torah, ouais, je savais que j'allais enseigner la Torah. Pourquoi je savais? Parce que je savais que j'avais une élocution et que je savais résumer. Donc je savais, j'ai dit à ma femme, moi je vais enseigner la Torah. Je vais être un enseignant, je vais être un rabbin et tout. D'où je savais. Je savais. Parce que je connaissais ma qualité, je sais parler, c'est tout. On doit connaître. J'ai beaucoup de défauts, Baruch Hashem, ouais. Donc je n'ai pas les talons qui gonflent. Mais par rapport à ça, je sais, j'écoutais des gens parler, je m'écoutais parler, je trouve que c'était quand même plus clair ce que j'avais dit. Ouais. Donc si dans certains contextes j'étais plus clair, donc je me dis, bah, peut-être dans ce domaine-là, je vais devoir m'investir. Mais si tu ne sais pas, tu es trop anav et tout, non, moi je ne sais pas parler, je balbutie, je musique, ça. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Faute, ça, limite. Comment? Ça entraîne la faute, ça. Ouais. Celui qui se dit il est nul, il est nul. C'est Yetzera. Yetzera, il veut qu'on foute rien. Ouais, là, je suis nul, nanana. Et c'est pas de la nava, c'est de la chifloute du Yetzera. Il faut connaître ses qualités. Dans un domaine, ouais, tu n'es pas parfait. Moi, dans l'élocution, je ne suis vraiment pas parfait. Hein. J'ai beaucoup d'erreurs dans l'élocution et je le sais. Pas au niveau du langage. Faire plus d'histoire, faut être plus souriant, il faut parler plus aux gens. Il y a toutes sortes de techniques que je ne mets pas en pratique et qui ne fait pas de moi, je ne suis pas un orateur professionnel. Moi, je connais les techniques, mais je n'arrive pas. Ouais. Je parler avec quelqu'un, lui sourire. Non, il faut parler et sourire. Moi, j'ai un problème de concentration, je n'arrive pas. Je suis concentré sur mes mots, pas sur la personne. Quand vous voulez sourire, c'est pour peut-être faire passer un message commercial. Non, c'est très important. Quand tu vois un rave qui est souriant, ouais, qui te regarde, ça te touche, ça te parle au niveau de transmettre. Non, pour tout. C'est très important. Très important. Mais moi, je suis trop concentré sur ce que je dis pour pouvoir me. Si c'est un sujet que je domine, des fois, je m'amuse à faire ça, à sourire, à regarder les gens, etc. Et quand c'est un sujet qui est difficile, je regarde la personne à faire une grimace, ça va me déconcentrer, j'ai perdu le fil. Donc, des fois, quand je parle devant des abritrimes, etc., je regarde mon livre, quoi. Je regarde le mur, parce que je vais être déconcentré. Hein. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je suis très loin des grands orateurs, mais je savais que je n'étais pas nul. Donc je savais déjà que dans ça, je vais devoir m'investir. Par exemple, je donne cet exemple-là, pas pour mettre en avant, mais au contraire, puisqu'il y a des niveaux d'archanout qui sont bien au-dessus des miennes. Ouais. Mais malgré tout, c'est-à-dire, il y avait un besoin et j'avais un truc, je me dis, je vais me lancer dans ça, dans ta chaîne. Et d'ailleurs, j'ai arrêté les conférences, parce que j'ai vu que je n'étais pas adapté pour les conférences. Je pensais que j'étais adapté, je me suis trompé. Les conférences, je n'étais pas adapté. Parce que justement, ce sourire et ce regard et tout, je voyais que je n'arrivais pas, donc j'ai arrêté. Bon, Rachel, donc il faut se connaître. Des fois, on se trompe, on se croit plus que ce qu'on est. Et si on est intelligent, alors la vie nous corrige. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Pas pour écraser les autres. Ah, toi, tu ne sais pas parler, moi, je sais parler. Pour agir. La gava, c'est quand tu écrases les autres. Pas quand tu te choisis une voie de travail d'Avodat Hashem. Pour choisir une voie, il faut savoir dans quel domaine tu as plus de qualité que la petite moyenne. Ouais. Pas le meilleur, mais tu as plus de qualité que la petite moyenne. Et tu te lances. Ça ne marche pas. T'arrêtes. Voilà, mais pour te lancer, il faut bien croire que tu as quelque chose. Ne te lance pas dans le vide. Tu as compris, Aurel, ou pas? On continue. Donc la Mishnah a dit, donc lui, c'était Rabbi, il connaissait sa petite coute et il a profité de cette petite coute-là pour renforcer la émouna des gens. Il n'a pas fait ça pour rien. C'est pour renforcer la émouna de sa fille, pour renforcer la émouna des gens qui croyaient dans le kishou, pour renforcer la émouna des gens qui avaient peur dans les animaux sauvages. Il était là pour renforcer la émouna. Rashi me dit la chose suivante. Il dit Anshema se batoir bechashivuto ve'ose ma'asim muflaim qui démarre bepanit nimte keshorer yomar lechometz ve'idlok ou les izim la vie zevim bekornehem. C'est également une histoire là-bas dans Ta'anit qui vont commencer dans le Daf Yomi. C'est qu'il avait dit que viendraient des loups encornés par des izim, quelque chose de miraculeux. Et ça s'est réalisé comme lui il a dit, à Incham, dans Daf Kaf E, à la fin de Ta'anit. Qu'est-ce que tu as dit, José? Il faisait carrément des nissim. Des nissim, Pas que du renforcement pour les gens. Mais c'est ça que je parle. Carrément des nissim. Les nissim, ça renforce les gens. C'est de ça que je parle. C'est quoi renforcer les gens? On n'a pas parlé de Darshanim ici. Darshanim, c'était avant. Là, on parle de Sémarassé.
Il renforce la Emouna. Tu vois bien que la faute, elle ne tue pas. Tu vois bien que le Hachem, s'il peut faire brûler l'huile, il peut brûler. Voir que En homme, il est vado. Lui, son message, c'est En homme, il n'y a aucune autre force au monde. Et il renforçait les gens dans ce message-là. C'est-à-dire qu'il avait besoin de ce message-là. De toute façon, quand il y a un balness à une époque particulière, c'est que la génération en a besoin. En général, Hachem, il n'aime pas faire des nissim. On doit se travailler notre Emouna. Ouais. Et quand maintenant il envoie un Baba Saleh ou un Rabbi Hanan Mendoza ou je ne sais pas qui. Il faut croire en Hachem et pas en cette personne-là. Exactement. Donc c'est dangereux souvent le Baal Mofet. Il faut qu'il soit très 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 tzaddik, que lui il est très anav et qu'il croit que dans la Torah pour pas qu'il y ait une déviance. Parce que sinon on va aller voir le Baba. Ouais. Au Rome. On va arriver à Rome. Alors. Ouais, mais quand? Alors on dit, la Mishnah elle continue. Mishemet Rabbi, pas de pirouchim sur les lourdeurs. Mishemet Rabbi aussi, Katnata, Pasku Chassidim. Rashi. Ou alors, tu vois, Rashi, il est Gorez Katnata, Pasku Chassidim. Rashi dit Katnutam shel Chassidim. Il y a un autre guerre Rashi, a priori, non? Ben non, c'est la suite de la Mishnah, les amis. Ouais, là, mais Nikra Shemo Katnata. Rashi, collection Mishnah. Non, Rashi, il explique la suite. Vela, ma Nikra Shemo Katnata, Shaya. Ouais. Katnata shel Chassidim. Rashi, mais c'est Katnata shel Chassidim. Rashi, là, il a un petit garçon comme différence, il dit Katnutam shel Chassidim. Shayu Chassidim, Olchim Vekalim, Veoui Mikatneem Vesofan. C'est-à-dire, c'est quoi un chassid, Aurel? Ouais, tu avais déjà dit une erreur et donc je te fais donc septembre. La réponse, C'est quelqu'un qui étudie la chassidoute. Ben non, ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Non, je l'ai dit pour pas qu'on le dise. Ouais. Et qui fait plus. qui fait plus. Alors c'est dans le Pérec Kafalef de Messiat Echarim. On l'a vu ce vendredi, Dan. C'est quelqu'un d'autre qui empêche la facilité. Chassidoute, c'est d'avoir le cerveau. Ouais. Il y a des gens, ils sont tout le temps sur la Wi-Fi, tout le temps sur la 4G, ils sont toujours connectés sur le net. Ouais. Et donc, ils ont, Baruch Hashem, ils sont tout le temps déconnectés d'Hachem. Et par contre, le chassid, lui, il est tout le temps un reflet de la volonté divine. Et pour être un reflet de la volonté divine, tu es sans arrêt dans la réflexion. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que Hachem, il aurait voulu que je fasse maintenant? Pas faire les ordres divins, mais la volonté divine. C'est beaucoup plus dur. Les ordres, ça c'est Assour, c'est Moutard. Ouais. C'est bon, c'est facile les mitzvot, la vérote. C'est un travail, et puis c'est une habitude, et ça va. Est-ce que maintenant tu as l'intention qu'il faut? Est-ce que maintenant ici, il n'y a pas écrit qu'il faut, mais le contexte l'impose? Il y a des fois des choses que ce n'est pas la halakha, mais le contexte l'impose. Ouais. C'est facile. Et donc le chassid, ouais, le dernier des chassidim, c'est-à-dire vraiment des gens qui vivaient connectés avec quelqu'un de jour, mais lui c'était le plus petit des chassidim, c'est de la fin. Après, nous on a des moments de chassidoute. Entends, Aurel? On a des moments de connexion avec Hachem. Mais les chassidim, c'est-à-dire ils vivent avec Hachem. Ouais, ils vivent avec la volonté d'Hachem. Ce pas des moments. Et lui, c'était une intensité moindre dans sa relation à Hachem, mais il avait globalement dans sa vie une connexion, et donc c'est le dernier. Donc on l'appelle Katan par rapport à sa dimension énorme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans sa dimension de chassid, il était Katan. Katnuta. Le plus Katan des chassidim. Et donc le dernier. C'est pas clair? Mishemet Rabbi Yochanan ben Zakkai, Batel Ziva Chochma. Quand il est mort, Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors ça, Rashi, il a dit un pirouche extraordinaire qui va vous plaire. Mazé Ziva Chochma, Zelo Yadana Maï. Je ne sais pas c'est quoi ce truc-là, il dit Rashi. Alors normalement, quand on n'a pas d'explication, toutes sortes de gens, ils se permettent, je peux dire quelque chose grave et tout. Et on part en vrai et c'est du n'importe quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Nathan, comme explication? Ziva Chochma, c'est le rayonnement de la Voilà, c'était Samuel, j'attendais Samuel. Ouais. Alors le rayonnement de la Roma, ça veut dire quoi?
L'émanation. D'accord. Il y a tout un dictionnaire inutile que Samuel est en train d'éditer. C'est-à-dire Ziva Chorma. Ceux qui poussent les autres à étudier la Chorma disent Ziva la Chorma, Ziva. Ouais. C'est quoi Ziva Chorma? c'est comme un écoulement. Non, c'est bon, on a entendu, Samuel, on a entendu. Je savais que dès qu'il y a Rachidi, je ne sais pas, Samuel, il va s'exciter. Ouais. Non, c'est sans excitation, ça me semble bien de dire que c'est comme un écoulement. C'est bon, c'est bon. Un écoulement. C'est bon. Je peux reprendre la parole? Merci. Donc, Ziva Chorma, donc c'est un éclat, quelque chose de beau, on en met plein la vue. Donc, le Tiferet Israël qui explique sur la Mishnah, hein, ouais, que c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Pas ça, par contre. C'est ce qu'on essaie de faire un peu aujourd'hui, c'est que d'en mettre plein la vue. C'est quoi plein la vue? Tu connais un peu de philosophie, tu connais un peu d'histoire, tu connais un peu de mathématiques, tu connais. Ouais, quand maintenant tu as un conférencier qui est un master de mind ou un master de je sais pas quoi. Ouais. Alors c'est Ziva Chochma, ouais. C'est un Chacham, pas Ziva Torah. Ziva Chochma, c'est quelqu'un de Mouchlam. À Torah Box, ils ont ouvert un kollel, ouais, pour former des dirigeants de communautés juives de la génération à venir. Mon gendre, il y est là-bas. Et le matin, ils font des sugot, etc., de Shabbat, de trucs avec le Rav Garcia. Et l'après-midi, ils ont toutes sortes de conférenciers sur la Torah et les sciences, sur la psychologie, sur la truc, et toutes sortes de sikoumim et tout, pour leur donner une culture générale, hein, et pour avoir Ziva Chochma. Ouais. Alors c'est sûr, c'est de la confiture, parce que chaque chose, c'est des petits points, mais au moins, quand tu as maintenant des abrutis qui croient connaître des choses, ouais, j'en ai eu dans mon expérience de conférencier, ouais. Alors, vu les bervonotes, les études que j'ai fait, alors j'ai pu les rassurer, parce que souvent les rabbins, ils ne connaissaient pas grand-chose en Chorma, à Chikrit, ils ne connaissaient que Chorma Amitit, donc les gens, ils ne voulaient pas les écouter. Alors, quand tu les calmes sur quelques Freud, quelques Sartre, quelques Spinoza, alors là, ils sont prêts à écouter. C'est un peu débile, mais c'est comme ça, parce que comme eux, c'est ça qu'ils connaissent, ils veulent vérifier si c'était Chacham par rapport à ce qu'ils connaissent en Chorma. C'est pas de leur faute. Et donc, des fois, il faut avoir un petit peu de connaissance et dire un petit peu de troll pour calmer les gens, ouais, et qu'ils puissent te faire confiance. Et lui, c'est le dernier des Chacham au sens large du terme, parmi les Tanaïm, bien sûr. Parce que je vois, il y a des gens qui connaissent plein de trucs de Chol, mais pas tellement en Torah. Donc, c'est pas. Tu reviendras quand même. Ouais. C'est comme j'étais dans une synagogue ce Shabbat, à Givat Shmuel, et quelqu'un de ma famille m'a dit waouh, t'as vu, le Rav, il est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a? Bah lui, il travaille dans une boîte toute la journée et malgré tout, il est Rav. Ah ouais, c'est extraordinaire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tu es en train de me prouver qu'il ne faut pas être avraire? Je ne l'ai pas dit, moi, je suis très très poli. Ouais. J'ai souri. Et Bémet, quand il a fait sa dracha, ça prouvait bien. Et il était impressionné, mais bon, c'était complètement stérile comme dracha. Il a lu un bouquin. Il y a des gens très très doués. Ouais. Mais plus tu es doué, plus tu étudies la Torah, comme ça ton niveau de Torah il sera plus intéressant. Chaval. Pourquoi tu veux cumuler différents diplômes et avoir un niveau de Torah limité? Elle dit, mais par rapport aux autres, il est meilleur en Torah. Oui, mais vu comme il est intelligent, il doit être encore plus intelligent en Torah. J'ai l'exemple de mon Rav, le Rav Benaïm, qui est un cerveau. Lui, il a fait le bac anglais, donc de l'Empire anglais, il a eu le numéro 1 du bac de tout l'Empire anglais. Donc, lui était à Gibraltar, etc. Bon. Et c'était déjà un Talmid Chacham, donc c'est un cerveau particulier. Et son frère aussi, son frère, il a fini banquier, le pauvre à Manhattan. Mais c'est un Talmid Chacham. Et lui, c'est un Gaon. Alors, quand tu as son frère, il dit, on peut étudier la Torah et travailler. Oui, mais tu aurais pu être un grand Rosh Yeshiva. On a perdu un grand Rosh Yeshiva. Que moi, ce Rav Benaïm a révolutionné ma vie. Si je n'avais pas découvert Rav Benaïm, je ne sais pas si j'aurais découvert le Youn, mais ça m'aurait pris beaucoup de temps. Parce que je suis parti après à Slabodka, je suis parti à Bet Shmaya, ça n'arrivait même pas au talon de son niveau de profondeur intellectuelle. Ouais. Et j'écoutais des Gdolim, mais il avait une chorma extraordinaire, ouais, une qualité de compréhension et d'analyse qui fait que même que je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas très vite, c'est tellement logique que je comprenais, il y a que son cours, je comprenais, les autres cours, je ne comprenais pas son événement. Mais c'est tellement logique que je suivais sa logique et je complétais les mots en ivrite que je ne comprenais pas. Bon, c'est un Gibraltar, quoi. Il est en Israël, mais il a grandi à Gibraltar. Son père était Dayan de Gibraltar, son grand-père, c'est une dynastie de Dayanim. Dans sa famille, c'est tous des génies.
même éloignés, c'est tous des génies. Il a des cousins éloignés, il y avait le Rav Bibas qui était à Sarcelles à la fin de ses jours, il avait sa famille là-bas à Cohen. Ils ont tous eu le bac avec mention très bien, après ils sont arrivés à Ponevezh. Ils ont une bracha de Chochma. Mais après le bac, ils sont partis à Ponevezh. C'était Tzadikim, qui avait Mounat Rachamim. Il dit, ah, mais non, c'est dommage. Non, au contraire. Ah, il aurait pu gagner plein d'argent. Rav Benim, il a plus de dettes que d'argent, puisque c'est un Rosh Yeshiva. Ouais. Mais je fais partie des gens que, grâce à lui, il m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma vie. Énormément de temps. Il m'a donné un goût de la Chochma qu'après, je ne pouvais plus écouter n'importe qui. Et tu dis combien de temps avec le Rav? 1 an. 1 an. Uniquement 1 an, mais ça m'a changé ma vie. Donc ce Ziva Chochma, pour revenir dans le contexte, ouais, c'est pas un mec qui connaît les sciences et la Torah. C'est qu'il connaît la Torah parfaitement, mais aussi les sciences. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Un mec connaît les sciences, mais il a fait le chasse. C'est-à-dire quoi, il a fait le chasse? Est-ce que Bémet, il a une havana du chasse Beyoun? Ça veut rien dire finir le chasse. Même s'il connaît le chasse par cœur, il ne m'impressionne pas. Il connaît le chasse par cœur, il ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quelqu'un, il dit quelque chose, et vraiment, tu comprends qu'il a une analyse, il a une profondeur, et il comprend ce qui n'est pas écrit. Il comprend ce qui est derrière du texte. Qu'est-ce qui a amené le texte à dire ça? Où c'est raccroché à la Torah? Qu'est-ce que la Torah, elle veut dire dans ça? Toute une construction qui donne un kavod à la Torah. Tu vois que la Torah, il n'y a rien d'arbitraire. C'est toute une construction intellectuelle qui nous dépasse. Que seul le Chacham nous éclaire sur cela. Mais celui qui nous fait le Daf Yomi parfaitement, mais qui n'a pas derrière toute une sagesse, parce qu'il n'y a pas le temps pour faire chaque jour un Daf, je ne suis pas partisan personnellement. C'est magnifique pour certaines personnes, pour moi, ça m'apporterait. De façon pragmatique, Rav, comment est-ce que tu expliques que quelqu'un peut expliquer quelque chose qui Il peut pas. On continue. Donc ça c'était donc, on était chez qui là encore? On était chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tu te rends compte? Il y a marqué en plus dans Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un talmid de Hillel, d'accord? Plein de talmidim Hillel, c'était le plus petit de ces talmidim. Peut-être qu'il faisait trop de chokmah, je ne sais pas. Le plus petit de ces talmidim, mais il a travaillé dur. On voit de lui le Amal à Torah. Il a travaillé dur, il est devenu le Gadolador, le Yoresh de Hillel. José? Mishemet, tu ronronnes, il y a un passage que tu aimes beaucoup. Mishemet Rabban Gamiel Azaken, Batal, Kevod HaTorah. Rabban Gamiel Azaken, qui est antérieur donc. La Mishnah ne suit pas l'ordre chronologique. T'entends, David? Batal, Kavod HaTorah. Alors, il est marqué que jusqu'à son époque-là, on étudiait la Torah, Rashi, debout. On étudiait la Torah comme si qu'elle était. On avait vu, tu te rappelles, on avait vu cette Suga dans Megillah, Dan, ou pas? Que dans Megillah, on voit que on lit la Torah debout, et après, et même le Limoud était debout, parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu un mode. Déjà. Un mode 15, je ne me rappelle plus. Il y a un passou qu'on apprend que Moshe Rabbeinu, il était debout quand il a reçu la Torah d'Hachem. Ouais. Alors quand on monte à la Torah, il faut être debout. Après. Et à l'époque de Rabban Gamiel, ils étudiaient debout. Pourquoi? Parce que c'est la Torah. On n'est pas en train de discuter de politique. Très très bonne remarque. J'ai eu ce problème aussi. Si on n'avait pas Rashi et on n'avait pas les Gemarot qui nous fait une description du personnage, on n'aurait pas compris de quoi il s'agit. Mais bon, Hachem, on a des Agadot, qu'on comprend que Rabbi Akiva, c'est plus dans le domaine du limoud, voilà, la profondeur, les niveaux infinis de compréhension de la Torah. Donc, ça vient d'Hachem, donc je vais maintenant chercher encore un autre niveau d'interprétation. Alors que Rabban Gamiel, c'est le Derech. Azaken, c'est le Derech Halimoud. Comment on étudie? La position corporelle durant le limoud, on est debout. On ne va pas s'asseoir comme des pachas. Parce qu'il y a pacha de la semaine et paracha de la semaine. Alors il dit Mishemet Rabban Gamel Zaken Batel Kevod Torah
Ah bah il rapporte Maseret Megillah, Kafelef. Amrinan she'ad shemet hu aya beriot beriut. Baolam, on avait la santé. Velo ayu lemidin Torah et la merumad mishemet ave yared choli laolam v'otzrechu lilmod Torah meyushav. Maïnen ce qu'il dit Rashi. C'est la Gemara en vérité. Mais qu'il y avait une force physique à son époque. Quand il est mort, cette force physique, elle a diminué. Et donc, donc si on allait étudier debout, on allait moins bien étudier. Donc, on ne va pas dédaigner la qualité du limoud pour le zarma, je suis debout. Comme le mec, il va rester debout tout Yom Kippour, et il a mal aux pieds, il attend que Yom Kippour s'arrête parce qu'il en a marre. Donc, il va dédaigner l'importance de chaque seconde de Yom Kippour pour un inyan qui n'est pas un devoir. Je ressemble à un ange, je lui mélange, au bout d'un moment, il ne dit pas j'en ai marre, lui continue à être content, l'ange, à être debout. Donc, donc quand on prend sur nous des choses en plus, il ne faut pas que ça soit à l'encontre de l'enjeu de la mitva. D'accord, José? Donc, d'étudier debout, c'est possible, on peut le faire. Est-ce que maintenant, ça peut enlever la qualité du limoud? Alors, il dit le problème, c'est quand il est mort, on a l'impression que quand il est mort, il y a de l'énergie corporelle qui a diminué. Donc, je pourrais peut-être me permettre de dire une certaine explication, que son kavod à Torah, qu'il incarnait, en vérité, donnait des forces à la génération. Des forces, d'être Mechabed la Torah. Et quand maintenant tu as l'intention d'être Mechabed la Torah, Hachem il donne les forces de pouvoir l'accomplir. Hachem donne les forces de faire des choses qu'on veut faire. Tu as des ambitions, Hachem te donne les forces d'y arriver. Lui étant l'exemple de kavod à Torah, c'est pas uniquement il était debout. Il représentait mamash tel respect de la Torah que les gens, ils voulaient respecter la Torah, et donc ils en avaient les forces. Mais quand il n'était plus là, on a perdu l'exemple. Donc on n'avait plus de force. Donc si on n'a plus de force, au moins qu'on étudie assis, comme ça on fait quelque chose de bien. C'est chez toi ça? Je peux prendre un vibreur moins bruyant? Ouais. On continue. T'as plus Dan ce pirouche ou pas? Ah, ça faut mettre sur la chaise. Molletonner. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai perdu la ligne. Hein. Chaque fois, je perds la ligne. Batel la Torah ou meta ta'ara ou prishut. Oh là là. Ou méta, alors c'est manière le terme méta. T'as remarqué, Dan? C'est méta. Ouais, métaphysique. Méta, Tahara ou Prishut. C'est terrible quand même. Si jeune. Pourquoi pas Batella? Pourquoi pas marquer Batella? Ouais, marque loquette. Moi, j'ai pris position pour ceux qui expliquaient Méta, c'est qu'il n'y a plus. Batella, c'est. Il n'y a presque plus, quoi. Un bitoul. C'est pas Mouklat. Ouais. Comme tu dis, un bitoul Béra. Ouais, il reste quelque chose, mais. C'est pas tellement Nikar. Alors que Méta, hein, c'est quoi la Prichout et la Tahara? Avant, les pharisiens du 20e, ouais. Alors, ils étaient Noëg Tahara. C'est quoi? Ils mangeaient tout Tahara, comme si qu'ils étaient Kohanim. Parce que la Tahara, mais vit des Nevoa, Anava. Comment? Quand? Pharisiens, les Prochim. Donc, le Hamaret, c'était Tamé, le truc était Tamé. Donc, il y a eu Noëg, Choulin Betahara. Tu connais pas ce truc, Choulin Betahara? Ayochim, Tourim Betahara. Hein? Qui faisait ça? Les Prochim, quoi. Mais il y a un moment, hein, c'est quoi les Prochim? C'est les Tanaïm, quoi. Mais ils étaient Noëg Betahara. Ils vivaient Betahara, etc. Et quand maintenant ils sont venus, c'est quoi ce pirouge que j'avais vu? Attends, que je ne vous dise pas de bêtises. Il est là ou pas? Non, lui, il ne le dit pas. C'est dans la Gemara que j'ai vu ce pirouge, j'ai vu ça. C'était quoi le truc? Comment ça s'est arrêté l'histoire? Je crois que c'est dans la Gemara qu'on va voir ça. La Gemara, elle parle de ça ou pas? Attends. Il revient, il a oublié ses affaires.
Ouais, ça t'intéresse plus tellement, David? T'as eu ta dose? T'as eu ta dose, David, ou pas? Ça s'est bien passé, le Shabbat Ratan? C'était pas trop copieux, les repas? Montre-moi comment t'es. À Natania, David? Non, à Ensori, c'est à côté de Piaz Malach, dans le sud. Ah, ils sont sympas dans le sud.